Vous écoutez Passeurs de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Les leftos qui écoutent France Bleu Provence connaissent la voix marseillaise de Jean-Pierre Casselli. Chaque matin, cet ancien de France 3 devenu guide conférencier anime la chronique Provence Insolite qui ouvre aux curieux des chemins inattendus à travers l'histoire d'une région dont il connaît chaque recoin. Dans cet entretien, Jean-Pierre Casselli revient sur les événements qui l'ont conduit à devenir conteur de rue, puis guide conférencier, sa passion pour l'histoire et ce plaisir sans cesse renouvelé de conduire à travers son pays des touristes captivés par son récit, comme le ferait un comédien face au public. L'image n'est pas excessive, car à la fin des visites, les touristes n'oublient jamais le guide et le gratifient souvent d'applaudissements spontanés. Alors, je m'appelle Jean-Pierre Casselli, je suis un retraité polyactif, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire que je n'arrive pas à m'imaginer ne pas travailler, encore que pour ce que je fais, le mot travail est un peu déplacé, ça fait beaucoup, puisque je pourrais dire c'est un loisir qui rapporte. Donc, en fait, ma principale activité, et ça depuis l'année 2003, c'est guide conférencier. En fait, en 2003, j'étais dans une période un peu beaucoup difficile. J'avais perdu mon épouse en 2001 et je me retrouvais seul avec mes deux enfants. À l'époque, je faisais du multimédia, des sites internet, des CD-ROM. Et puis je me suis dit, je ne vais pas passer le reste de ma vie devant l'écran, comme ça va pas. Il faut que je trouve autre chose. Et puis j'avais des besoins économiques aussi. Et en allant voir mon fils qui faisait sociaux à Paris, qui faisait ses études à Paris, pour une fois j'étais à Paris avec du temps, du loisir, je n'étais pas là pour rencontrer des gens, pour faire des rendez-vous. Et avec mon fils, avec lequel on souffrait, enfin on avait ce traumatisme, je vois dans l'officiel des spectacles, l'humour noir au Père Lachaise. Et j'ai dit à mon fils, tiens, c'est exactement ce qu'il nous faut, un peu dédramatiser, démystifier tout ça, allez on y va. Et c'était Bertrand Beyern, dit le nécrosophe, qui est, moi j'ai jamais vu un guide comme ça, c'était absolument extraordinaire, stupéfiant, pendant 3 heures. Moi j'avais une côte fêlée à l'époque, j'ai souffert comme un martyr parce qu'on se bidonnait, quoi. C'était vraiment... Enfin, c'est pas que c'était drôle, c'était tout, sauf c'était fin, c'était enlevé, c'était documenté, c'était pince sans rire, c'était humour anglais. Et à la fin de la visite, on est reparti, j'ai repris mon TGV. Dans le TGV, je dis, je vais faire ça. Voilà. Et donc, j'ai décidé de commencer. À l'époque, j'habitais à Cassis, en me disant, je croyais que guide, c'était de commenter les chapiteaux corinthiens. Non, et puis là, je me suis aperçu qu'avec une tombe où il n'y a pas grand-chose à voir, il nous racontait qui était dedans et pourquoi et comment, et c'était passionnant. Et je me suis dit, donc, Cassis, où il n'y a pas de patrimoine particulier, à part naturel, je vais raconter comment les Guérini faisaient leurs noces et banquets, comment le roi Louis XIV a failli venir, comment Frédéric Mistral a écrit Calendal, voilà. Et j'ai lancé ça. Bon, la presse, comme j'ai quand même passé 10 ans de ma vie à FR3 à l'époque, la presse m'a suivi à fond. Et dès que j'ai lancé Cassis Insolite, c'est parti. Toutes les villes en ont voulu. Le mot insolite, on ne jouait pas avec. C'était visite guidée. Et d'ailleurs, la première ville après Cassis, ça a été Marseille. Marseille, où j'ai lancé une première visite qui s'appelait « Des divas de l'opéra au ténor du barreau ». Et cette visite devait être validée par l'office de tourisme pour être vendue et commercialisée par eux. Et donc, je me suis retrouvé avec tout l'office de tourisme, tout l'accueil et les guides derrière moi pour suivre ma visite. Bon, j'étais un peu stressé, mais bon, ça s'est très bien passé. À la fin, la responsable de l'accueil a dit « c'est comme nos visites guidées, mais en moins chiant ». Et là, je me suis dit, c'est gagné, voilà, parce que c'est exactement ça que je voulais. Alors après, Toulon, ils m'ont dit « bienvenue chez nous », Aix, pareil. Et du coup, je fais des visites guidées dans le triangle Aix-Marseille-Toulon, avec Sanary, Bandol, Le Castellet, La Ciotat, Cassis, etc. Et ça depuis 2003, où j'ai commencé. Et là, maintenant, disons que je suis plutôt plus en demande parce que j'ai passé la barre des 75, donc
je considère que ne faut pas que je m'épuise. Par exemple, faire 2 visites dans la même journée, bon, je le fais quand c'est vraiment exceptionnel qu'il faut le faire pour les gens, mais j'évite parce que j'ai besoin aussi de souffler. Voilà, donc ça, c'est ma première activité. Alors oui, je voudrais revenir sur cette activité et dire que le plus content, le plus ravi des gens que je suis amené à fréquenter, c'est mon généraliste. Parce qu'il me dit, vous avez trouvé la profession du retraité idéal. Vous marchez, vous dialoguez, vous travaillez la mémoire, vous rencontrez du monde, et voilà. Donc du coup, c'est vrai que quand j'ai préparé ça, j'ai fait une remise à niveau. J'ai acheté 3 bibliothèques Ikea pour remplir. Hein. J'ai fait la remise à niveau. Du coup, j'avais la carte de toutes les médiathèques et bibliothèques de la région. Quand je cherchais un bouquin, il fallait le trouver à un endroit ou à un autre. J'ai fait, je ne veux pas trop en rajouter, mais j'ai fait un travail de titan pour me mettre à niveau, hein, d'avoir tout lu. Et alors, par exemple, en bibliothèque, quand vous êtes en bibliothèque, si vous fumez, il faut ranger le livre, reprendre le livre, ressortir. Bon, ça m'a aidé à m'arrêter de fumer, vous voyez. Donc, tout le côté, il y a tout un côté bénéfique dans cette histoire, avec le choix d'être... Alors, au départ, à Cassis, la directrice de l'office de tourisme avait des scrupules, elle me dit... Non mais attendez, vous n'êtes pas guide, c'est embêtant et tout, comment faire? Alors je dis, on va voir. Donc elle m'a envoyé à la préfecture, au délégué au tourisme. Le délégué au tourisme m'a dit, c'est pas la peine de vous asseoir, vous n'aurez pas le temps. J'ai la réponse, vous êtes compteur de rue, monsieur. Voilà, j'ai pris, hein, c'était génial. Donc j'étais compteur de rue, puis il y a un moment où je me suis dit, donc quand même, pour entrer dans les monuments, les églises, les musées et tout, donc je suis parti en 2009 entre Narbonne et Perpignan, à la fac de Perpignan, à l'université de Perpignan, passer mon diplôme de guide conférencier. Période bénie, parce que j'ai passé 1 an avec une promotion de jeunes de 20 ans, hein, donc des filles et des garçons de 20 ans. Moi, j'avais déjà passé la soixantaine de longues, et donc c'était génial. D'ailleurs, ils m'ont surnommé, ils m'ont pas surnommé Papy, j'aurais pas aimé, ils m'ont surnommé le boss. Bon, donc c'était plutôt flat. Alors, j'ajoute aussi que j'ai gardé le contact avec eux. Comment? Par quels moyens? Par Facebook. Alors, les réseaux sociaux, c'est nul. Non, c'est pas nul. Moi, je ne vais pas écrire à une jeune femme de 25 ans, 30 ans aujourd'hui, comment ça va, tu te rappelles de moi, etc. Sur Facebook, on se tient au courant, on envoie un like, on sait que il est là, etc. C'est génial, quoi, voilà. Donc, bon, ça, c'est... Bon, maintenant, j'ai la carte. C'est d'ailleurs... J'ai fait des études de droit, j'ai eu des diplômes et tout, mais le diplôme que j'aime le plus, c'est celui de guide conférencier. Hein, je montre ma carte à tout le monde. Hein, j'en suis très fier. Alors, il faut... Bon, c'est vrai qu'il faut avoir travaillé, et au moins effleuré les sujets. Et puis, je pense que la qualité première, c'est d'être cabot. Si vous n'êtes pas cabotin, ça ne marche pas. Hein. Il faut aimer que les gens vous aiment, qu'ils apprécient, qu'ils sourient, les faire rire, les faire participer. Si vous n'êtes pas cabot, ça ne marche pas. D'ailleurs, les guides académiques, vous savez, il y a le sketch de Dufilo, il n'y a que les anciens qui connaissent ça, le sketch de Dufilo qui s'appelle La visite du château, qui est à plier de rire, qui est le guide d'avant, quoi. Hein. Et maintenant, la chapelle. Enfin, c'est tout un monde. Aujourd'hui, je vois tous les jeunes guides qui arrivent, qui débarquent, c'est fini. Ils sont dans le monde, dans la vie d'aujourd'hui. Ils font des relances, je sais pas, avec ce qui se passe, Netflix ou n'importe quoi. Voilà. Donc, première qualité, cabot. Le reste, il faut un peu connaître la région quand même, et puis connaître bien l'histoire. Moi, j'étais obligé de faire aussi une remise à niveau de l'histoire de France, hein, surtout sur la chronologie, parce que quand vous parlez du roi René, on vous dit oui, mais c'est quoi le 15e
c'est quoi? Le 15e, par exemple, c'est Jeanne d'Arc. Voilà. Il faut avoir cette chronologie en tête. Et puis, c'est vrai, les gens vous posent des questions. Au début, j'étais parfois désemparé par les questions. Vous avez une question, vous n'avez pas la réponse. Et vous dites, mince, aujourd'hui, maintenant, avec mon iPad, je suis connecté, j'ai qu'à aller sur Google. Je dis, attendez, 2 minutes, je vous trouve la réponse. Oui, parce qu'en fait, moi, quand j'ai vu Apple travailler sur les tablettes dans les années 2000, je me suis dit, quand est-ce qu'ils vont sortir ça? Ils ont sorti ça en 2009. Le jour de la sortie des tablettes, j'avais commandé, j'avais préparé les softs et les logiciels, et j'ai commencé les premières visites avec tablette, avec iPad. Mais ça a eu un succès. Je me rappelle, avec une école de jeunes qui doivent avoir dans les 16-17 ans, ils ont passé la visite à essayer de me piquer l'iPad, quoi, à regarder dessus et tout. Voilà, vous me demandez les qualités, il faut savoir aussi faire un site internet pour vendre. Il faut savoir faire des communiqués de presse pour les journalistes. Voilà, il faut être polyvalent pour être un bon guide. Enfin, un bon guide. Vous êtes un bon guide quand vous avez du monde ou quand vous pensez que c'est bien? Moi, je pense que c'est quand vous avez du monde, quand même. Oui, c'est ça, le mot insolite. Alors, je vous précise que le mot insolite est opposé au mot solite. Solite, ça veut dire qu'il est dans le sol. Insolite, c'est qui est hors sol, qui est un peu étrange. En fait, dans n'importe quelle ville, on peut faire une visite insolite. Il suffit de zapper les standards, c'est-à-dire à Marseille, vous zappez le Notre-Dame de la Garde, le quartier du Panier. Et vous allez, par exemple, à Marseille, je fais une visite qui s'appelle LCR. Alors on pense à Ligue communiste révolutionnaire, non, c'est Longchamp, chapitre réformé. L'idée, j'en ai une aussi à Marseille qui s'appelle Aftershave. Alors c'est le long du boulevard Chave. Un jour, il y a une touriste parisienne qui me dit au début de la visite, il dit, monsieur, je ne vous le dis pas trop fort parce que c'est pour vous gêner, mais on ne dit pas Aftershave, hein, on dit Aftershave. Voilà, donc... pour moi, ça c'est la réussite, hein, c'est la réussite absolue, on est bien dans l'insolite. Et par exemple à Sanary, je suis arrivé sans a priori, et maintenant je déroule une histoire à tomber de ces transatlantiques de Netflix avec Varian Fry, l'ange américain qui a sauvé 2000 personnes de la déportation par les nazis. C'est quand même paradoxal, de Aldous Huxley qui a écrit Le meilleur des mondes à Sanary. Voilà, c'est ça qui est insolite, hein. C'est pas la plage, les parasols et les fauteuils de plage, quoi. Alors, ça, c'est pour répondre à votre question. Ce que je voulais compléter le propos, c'est que j'ai eu des produits dérivés. C'est-à-dire que quand j'ai lancé les visites insolites, j'ai eu un éditeur qui s'appelle Thomas Jonglet, qui a une collection de guides insolites et secrets. Et donc, je suis arrivé avec un projet et j'ai fait pour lui Provence insolite et secrète. Bon, ça a bien marché. Donc après, j'ai fait Marseille. Après, j'ai fait Aix, après, j'ai fait Côte d'Azur et après, j'ai fait Toscane. J'en ai fait 5, donc des livres, des guides, alors, qui sont mis à jour tous les 3 ans, si bien qu'ils continuent à produire des droits d'auteur. C'est pas la folie, mais enfin, bon, ça existe. Et puis, deuxième produit dérivé, c'est que quand j'ai commencé à faire les visites de Toulon en 2005, il y a un animateur de France Bleu Provence qui est venu suivre la visite et qui m'a dit « Vous avez déjà fait de la radio ?» Là, je lui ai dit oui. Il ne savait pas que pendant 10 ans, j'avais fait 10 ans de FR3 entre 1975 et 1985. Évidemment, c'était tellement loin. Et du coup, j'ai rempilé, depuis 2005, je fais une chronique quotidienne à France Bleu sur le thème patrimoine, insolite, culture, etc. Voilà à peu près les trois volets. Guide conférencier, chroniqueur à France Bleu Provence et auteur de guides touristiques. Alors, je ne fais jamais de par cœur. Par exemple, Bertrand Beyer, dont je vous ai parlé, le guide du Père Lachaise, c'est une pièce de théâtre. Il ne change pas une virgule. Mais c'est admirable. Hein.
c'est une pièce de théâtre. Moi, je peux pas, j'y arrive pas, c'est pas mon truc. Moi, je fais de la fausse improvisation. C'est-à-dire, c'est une technique journalistique qui consiste à faire semblant pas faire semblant de chercher, mais j'aime pas utiliser les mêmes mots, donc des fois je cherche mes mots et ça donne une véracité à mon discours. C'est-à-dire, les gens se rendent compte que je fais un effort pour leur pour tout. Je ne fais pas une récitation ou alors il y a pire, il y a des guides ils ont un papier, ils lisent quoi. C'est impossible, c'est impensable. Non. Je pense que l'improvisation c'est jouer sur l'actualité. Ce matin, je commence à dire voilà, l'histoire que je vais vous raconter commence en 1933, Hitler arrive au pouvoir et puis ça se gâte. 1er septembre 1939, c'est c'est Hitler qui a envahi la Pologne. Voilà, ça y est, là c'est parti, les gens rient, hein, donc bon, je fais pas à chaque fois, mais je joue sur l'actualité. Par exemple, aujourd'hui, je leur ai parlé de Netflix qui fait une série qui s'appelle Transatlantique, qui sort le 7 avril et qui raconte l'histoire de ce Varian Fry, de cet Américain qui est venu sauver les réfugiés allemands tels Thomas Mann, en rapport direct avec Sanary, puisque c'est là que 80 même Allemands ont vécu de 1933 à 1940. En fait, je suis incompatible avec plusieurs types de participants. Par exemple, les adolescents, je ne fais plus. Voilà, je ne fais plus parce que les références historiques, ils ne les ont pas. Donc, ils ne peuvent pas suivre. Et ce qu'il y a de plus grave, c'est que je fais pas mal de vannes. Hein. Je pense qu'une visite, c'est réussi, c'est les gens ont ri. Hein. Et les adolescents, ils sont inertes, ils rient pas. Enfin, c'est pas qu'ils rient pas, c'est que je me mets pas à leur niveau et que je refuse. Là, cette semaine, j'ai fait des étudiants américains, très sympas, etc. Mais bon, c'est pour moi, c'est ramé parce que il y a aucune vanne qui marche. Hein, les allusions à la Révolution française, c'est un monde, la Révolution française. C'est un domaine à part. Hein. Il y a des profs spécialisés dedans. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous ne pouvez pas rire. Voilà. Alors, après, il y a les gens qui me disent « Non, mais alors nous, on voudrait que ça commence à tel endroit, ça finisse à tel endroit et que ça dure que 1h30. » Je dis « Non, parce que moi, ça commence à tel endroit, ça finit à tel endroit et ça dure 2 heures. » Et voilà. Et c'est un peu une réplique de Pagnol. Hein. Non, monsieur, c'était mon ancêtre marseillais qui vendait des articles de pêche et à qui un Lyonnais avec son fils lui dit « Est-ce que vous avez des petits filets pour que le petit joue à la pêche ?» Et mon ancêtre, il lui a répondu « Monsieur, les filets font 15 mètres. » Voilà, donc c'est un peu ça, le côté caractériel que je cultive avec sadisme. Justement, Sanary, c'est justement une visite sur laquelle je m'attendais à rien au départ. Je ne savais pas du tout si ça pouvait avoir de l'intérêt. C'est celle qui, je dois dire, c'est celle qui remplit le plus de mes visites, hein, aussi étonnant que ça puisse paraître. Il y a un bouche à oreille maintenant qui s'est installé sur Sanary. Les gens y viennent et disons que je suis très fier parce que je suis parti d'une matière qui n'était pas très développée. Et bon, donc et qui est une matière absolument extraordinaire parce que c'est l'histoire de l'Europe, c'est la période nazie, c'est la folie et tout. Et aujourd'hui, ça prend, avec la guerre en Ukraine, un effet miroir absolument incroyable, quoi. Hein. On y est, hein, l'invasion de la Pologne, tout ça, on en parle. Et là, c'est plus du tout des clins d'œil. Là, ce sont des choses dont je joue avec le discours que j'ai sur le sujet. Alors, pour avoir vu des expériences de visite guidée enregistrée, numérique, c'est-à-dire avec un casque, vous partez, et puis on vous dit, des fois par GPS, vous recevez l'info.
surgelé, hein. Ça sort du frigo, hein. Donc ça n'a aucune âme, ça n'a aucune vie. Donc à mon avis, il n'y a aucun doute, il n'y aura jamais de concurrence. Il y a les gens qui écoutent ça, ils n'iront pas faire une visite guidée. Les gens ont peur des visites guidées parce qu'ils se disent ça dure 2 heures, ça va être chiant. Ils ne se rendent pas compte que ça évolue énormément. Alors les nouvelles technologies, à mon avis, c'est une aide, une assistance, une aide à la commercialisation des visites guidées puissante. Parce que moi, j'interviens sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, qui à mon avis, s'y prête le plus, puisque ça marie quand même l'image et le texte. J'annonce mes visites sur Facebook. Je tiens à jour un site au quotidien, hein, avec un calendrier des visites pointu. Tout ça, c'est vraiment de l'aide et tout. Mais je pense que la présence humaine du guide, ça ne peut pas disparaître, ça ne disparaîtra pas. Le guide virtuel, à mon avis, ça a aucun... D'ailleurs, ça a déjà fait la preuve que ça ne marchait pas. Hein. Tous les offices de tourisme, je les ai vus, ils lançaient même avec iPhone, avec tout... Peu importe la technologie, mais quand c'est du congelé, c'est du congelé. Hein. Voilà. Alors, je lance 2 visites là, justement. D'abord, à partir du 7 avril, où Netflix commence la diffusion de la série Transatlantique, qui est donc consacrée à cet Américain Varian Fry venu sauver les réfugiés persécutés par les nazis. Donc, je lance une nouvelle visite dans Marseille, sur les lieux de Varian Fry. L'hôtel Splendide, ses bureaux à la rue Grignan, etc. etc. L'hôtel Louvre-Épée, avec un plaisir formidable, parce que tout ce que j'ai fait comme boulot sur Sanary pour parler de ça, si vous voulez, je le ressors à Marseille en l'adaptant, mais j'ai déjà le fond. Un petit détail aujourd'hui, vous me parliez d'improvisation et tout. Aujourd'hui, j'ai raconté quelque chose que je ne raconte jamais, c'est que quand Alma Mahler et son mari, son 3e mari, Franz Werfel, sont venus à Sanary, à Moulin-Gris, l'ancien moulin, elle se faisait monter tous les jours les courses pour faire la cuisine, et tous les jours une bouteille de bénédictine. Bon, elle avait été surnommée Madame Dôme pour ça. Et alors c'est marrant et tout, donc ça je le raconte parce que c'est la fille de leur femme de ménage qui me l'a raconté. Et là j'ai relu le livre de Fry, La liste noire, pour ma visite à Marseille, donc pour me remettre je ne l'avais pas lu depuis 20 ans. Et qu'est-ce que je vois, c'est que la première fois où il est allé à l'hôtel Louvre-Épée à Marseille, voir pour la première fois Alma Mahler et Franz Werfel, ils l'ont accueilli avec quoi? Avec un verre de bénédictine. Voilà, c'est des trucs qui m'éclatent. Ça, parce que ce que j'aime bien, moi, quand je fais une visite guidée que j'ai fait depuis 20 ans ou 15 ans, c'est arriver avec de la fraîcheur, de la nouveauté, des trucs... les gens ne savent pas que je l'ai rajouté ce jour-là, mais moi, oui, je le sais, et ça me booste, ça me permet de jouer justement sur cet échange de relations qu'on a, les sourires échangés, les complicités. Une visite que je vais lancer le dimanche 2 avril. Alors oui, c'est tous les premiers dimanches du mois parce que je profite de l'ouverture gratuite du musée d'Estienne Saint-Jean de Dec, qui est le musée du Vieil-Aix, car je fais cette visite sur les traces de chemin de Saint-Jacques à Aix. Alors les gens disent, mais comment ça, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, ça passe pas par Aix? Sauf que pour les Italiens qui voulaient aller à Compostelle, ils étaient bien obligés de passer par Aix, aller et retour, et que donc il y a à l'intérieur de la ville des statuettes, des petites statuettes que je pense être des Airbnb de l'époque, et des noms de rues, des noms de portes, des noms de tout qui tracent le chemin de Saint-Jacques. Donc c'est une visite tout à fait originale parce qu'on ne s'attend pas à ça. Voilà. Alors j'essaie d'en faire au moins 2 ou 3 nouvelles par an de visites. Et puis il y a des visites que je fais depuis longtemps qui sont un peu...
Je trouve qu'elles sont plus trop d'actualité pour différentes raisons. Et alors un clou chasse l'autre. Et puis se dire que ça y est, je fais plus de nouvelles visites, c'est mortifère, quoi. Voilà. Et ça donne du sel. Alors la visite dont je rêve, je crois que la visite guidée la plus connue d'Europe, c'est Jack l'Étrangleur à Londres. Pourquoi ? Parce qu'elle se passe dans un décor de building où il n'y a plus rien, aucune trace de cette histoire. Et ça, c'est le génie du guide qui arrive à vous faire l'auberge, la porte, la chandelle, l'aubergiste, etc. Voilà. Je pense que c'est ça. Alors, faire une visite guidée, je ne sais pas, à Kiev, ça va être un peu compliqué en ce moment, mais pourquoi pas ? En publiant des livres où je racontais toute la matière de mes visites guidées, tout le monde a piqué dedans. Hein. Aujourd'hui, je sais reconnaître. Voilà, il y a toute une génération de jeunes qui m'attendent, qui attendent juste un truc, c'est que je prenne vraiment ma retraite. Hein. Mais ils ont déjà tout pompé, tout copié. Je dis pas que c'est général, mais enfin, j'ai quelques exemples de gens qui vraiment, en me suivant, ont trouvé leur vocation. Et alors leur vocation, c'est très bien, mais moi, quand j'ai trouvé ma vocation à Paris au Père-Lachaise, j'ai quand même eu la délicatesse de ne pas aller faire des visites guidées au Père-Lachaise. D'ailleurs, enfin, ce serait un peu compliqué, mais enfin, c'était évidemment. Ceci dit, j'en ai tenté une à Paris, quand il y a eu l'expo Cézanne à Paris. J'ai fait une visite Cézanne à Paris. Ça a été assez génial. Bon, j'ai pas gagné ma vie parce que TGV, parking, taxi, location à Paris, ça m'a coûté un bras, mais j'ai pris un pied formidable. Quand ça coûte un bras et que on prend son pied, je pense que ça peut faire une bonne chute. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine.